le Maracana et le football à 11, même si on va dire que c'est des disciplines cousines, ce ne sont pas les mêmes, ne serait-ce qu'en termes de jeu. Comme le disait Kylian Mbappé, le football, il a changé. Maintenant, notre consommation du football, notamment avec les réseaux sociaux, etc., a changé. Si on voit le Maracana, c'est beaucoup plus rapide. Il y a beaucoup plus d'action et de show. Donc il y a cet aspect-là qui a aidé, au-delà de la popularité même du Maracana sur le terrain local. Je pense qu'il y a déjà le fait que les deux disciplines ne sont pas les mêmes, mais je pense qu'il faut partir déjà du constat de pourquoi les gens ne viennent pas au stade. Pourquoi en fait les clubs n'ont pas de supporters. Le but de tout ça, c'est ne pas se rejeter la balle en disant oui, c'est pas à la fédération de le faire, c'est au club. Les clubs vont vous dire non, c'est pas à nous de le faire, c'est à la fédération. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut que tous les acteurs du sport puissent être réunis autour d'une table et se dire bon, maintenant, on en a marre, on est dans des très jolis stades, mais les stades sont vides. Et c'est pas bon. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Prince Atobla, le créateur du podcast Prince Talk. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un invité spécial du nom de Zézé. Mais tenez-vous bien, ce n'est pas le Zézé que vous connaissez. On va parler d'un sujet innovant, impactant et que je vais découvrir avec vous, un sujet en lien avec le marketing sportif. Restez connectés parce que ça promet. Salut Johan, Salut Prince, comment tu vas? très bien et toi? Ça va, ça va. Je suis très heureux de te recevoir sur Prince Talk. C'est vrai que tu as un calendrier très chargé. Tu es toujours entre plusieurs avions. Mais quand je t'ai sollicité pour Prince Talk, tu n'as pas hésité à marquer un arrêt pour participer. Tu as énormément de choses à partager, j'en suis sûr. Et c'est une des raisons pour laquelle tu passes sur ce plateau. Et tu es dans un domaine qui, pour moi, est totalement inconnu. Et j'imagine également qu'il y a des personnes qui, comme moi, vont découvrir. Et je vais m'empresser de te passer la batterie de questions que j'ai. D'accord. Ça sera un peu différent des autres formats habituels. Ok. Ça sera un peu comme un interrogatoire. Donc, j'ai pratiquement une vingtaine de questions à te poser. Donc, j'espère que tu es bien prêt. Je suis prêt, bien installé. On écoute l'adjudant-chef Prince. Good. Johan, est-ce que tu peux te présenter? Je suis Yohan Zézé, je suis consultant en marketing sportif. Je suis franco-ivoirien néerlandais. Ma mère est hollandaise, mon père est franco-ivoirien. Je suis né en France et je suis basé ici à Abidjan. Ok. Ivoirien, quand tu dis ivoirien, c'est quoi? Généralement, quand il y a ces métissages, c'est baoulé et tout. Toi, c'est quoi? C'est Zézé qui prête. En soi, tout est dit dans le nom, mais on Ok. sait déjà que ceux qui savent, ils savent que je suis BT. Ok. Et le marketing sportif, c'est quoi? Parce que moi, j'ai déjà entendu parler de marketing, Ouais. globalement. Mais lorsqu'on rajoute la dénomination sportif juste après, ça laisse croire que c'est le marketing qui intervient dans le sport. Est-ce que tu peux me donner un peu plus de détails là-dessus? Le marketing sportif, c'est l'ensemble des techniques qui sont dans le but de promouvoir le sport, mais en sachant qu'il y a deux types de marketing sportif. Il y a le marketing du sport et le marketing par le sport. Donc le marketing Ok. du sport, c'est ce qu'on peut dire la promotion d'une marque de vêtements comme Nike, d'un événement. Mais le marketing par le sport, c'est-à-dire que toi, tu as une entreprise et tu souhaites utiliser le sport comme un moyen pour communiquer sur ton entreprise. Donc souvent, on passe par le sponsoring pour promouvoir une entreprise par le sport. Et est-ce que cette entreprise a forcément besoin d'avoir un lien avec le sport dans ce cas de figure? Pas essentiellement. En fait, le sport véhicule tellement de bonnes valeurs, comme tu le sais très bien, que justement, les entreprises qui veulent aussi redorer leur image ou montrer qu'ils adoptent une image positive liée au sport souhaitent associer leur image au sport ou à un club ou à un athlète en particulier. Ok. Et qu'est-ce qui te conduit au marketing sportif? Parce que moi, pour te dire, dans mon entourage proche et même un peu lointain, tu es le seul D'accord. qui est de ce domaine-là. J'ai déjà entendu, oui, je fais de la finance, je suis dans la comptabilité, je suis dans un fonds d'investissement, je suis dans la technologie, mais marketing sportif, première fois. Donc, qu'est-ce qui te pousse à aller vers ça? Est-ce que tu as eu quelque part un mentor à qui tu as dit, tiens, je ressemble à ce dernier, donc je vais vers ce chemin? Comment tu as eu cette information et comment ça t'a attiré? Donc déjà, personnellement, j'ai toujours été passionné de sport depuis tout jeune. Ok. Je suis quand même issu d'une famille de sportifs, donc j'ai notamment quelques sportifs dans ma famille. Quel sport? Ah, ça joue au football ou au basket, Ok. principalement. Mais Ok. après, c'est assez vaste et j'ai quand même une famille très, très diversifiée avec un grand métissage. Donc, on va dire il y a un peu tous les sports qui sont réunis dedans. Ok. Mais c'est vraiment ça aussi qui a touché
qui m'a touché principalement pour pouvoir aussi, après, développer le sport à terme. Mais j'ai commencé comme un pratiquant. J'ai commencé par le basket. Après, j'ai fait du foot Ok. parce que je voulais faire comme mon grand frère. Donc, j'ai suivi ses voies. Mais très rapidement, au final, moi, ce qui m'a plus intéressé, c'était de voir l'envers du décor. Pourquoi? Parce que je pense que je voulais comprendre comment ça se passe. Et OK, j'ai une paire de chaussures. OK, je regarde à la télé. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe derrière ma télé? Qu'est-ce qui se passe quand les joueurs sont dans les vestiaires, quand ils sont sur le terrain? Comment ça se passe, par exemple, en tribune présidentielle? Qu'est-ce qui se passe réellement, au-delà même de regarder simplement être spectateur? Et en fait, c'était ça. Je voulais pas être spectateur, je voulais être acteur, Ok. mais différemment, pas forcément sur le terrain, Mhm. mais un acteur du sport business. Et donc, au Ok. final, c'est comme ça que je me suis tourné académiquement parlant vers le sport et aussi dans mes Mhm. différentes expériences. Ok. Et c'est que ça? C'est que ça? C'est pas, j'ai envie de dire, l'appât du gain, rien de ça? En soi, on sait qu'il y a quand même une manne dans le sport, mais c'était pas forcément ça en premier lieu, parce qu'au final, il y a dans des domaines dans le sport où au final, il n'y a pas forcément encore d'argent, où c'est pas encore structuré pour vraiment être une manne pour les autres. Mais Ok. vraiment, c'était aussi être, avoir cet impact dans la société à travers le sport. Parce que le sport, c'est pas une finalité, mais c'est un moyen assez puissant de soft power. Donc c'est pour ça aussi que je me suis directement lancé dans ça. D'accord. Donc, si je comprends bien, tu avais le choix entre être un footballeur professionnel et puis être, comme tu l'as dit tout à l'heure, à l'envers du décor. Et tu as choisi l'autre volet. Est-ce que ça veut quelque part, en termes de performance sur le terrain, est-ce que les performances n'étaient peut-être pas un peu moindres? C'est pas ce qui t'a poussé à te dire, bon, je vais ailleurs pour maximiser avec d'autres atouts que j'ai ou c'est quoi? Non, du tout. En fait, très rapidement, je me suis tourné justement vers ça, même si forcément on voit un attrait parce qu'on dit ah oui, on est footballeur professionnel, on est quand même en haut de l'affiche, etc. Ouais. Mais même moi, dans mon tempérament, être forcément à la lumière, c'est pas forcément ça que je Ok. voulais de base. Moi, D'accord. justement, j'avais plus ce tempérament d'être un manager. C'était dans le sens où Ok. je vais faire briller les autres. C'était Ok. plus dans ce sens-là que vraiment être sur le terrain, marquer des buts et célébrer. C'était en mode comment moi, je vais pouvoir aider justement ces acteurs à briller encore plus dans Ok. leur champ d'action. Ok. Donc, ça veut dire que tu aurais pu t'orienter peut-être vers un métier aussi de coach sportif. Exactement. Mhm. Après, c'est juste que je me suis plus tourné vers l'aspect marketing parce que j'étais aussi plus à l'aise avec ça Ok. que l'aspect de coach. Et forcément, il faut aussi avoir une Mhm. spécialisation. Il y a tellement de domaines dans le sport qu'on pourra voir après. Mhm. Au final, le sport, c'est pas seulement les joueurs et les coachs, mais il y a tellement de domaines, que ce soit dans le médical, dans la gestion des terrains, dans la communication. C'est tellement vaste qu'il fallait quand même choisir une spécialisation. Et c'est dans ça que je choisis le marketing sportif. Tu me disais tout à l'heure que, avant qu'on entame, que tu as une boîte que tu as créée Mhm. du nom de Sport business, Africa Sport Business. exactement. C'est quoi la vocation et la mission de cette boîte? C'est, en fait, je partais d'une problématique quand je regardais le sport en Afrique, c'était qu'il y avait un manque de données. Je voyais vraiment l'Afrique se développer dans le sport, je voyais beaucoup d'acteurs se développer, mais justement, on ne voyait pas de mise en avant des différentes actions, initiatives du sport. Donc, quand j'ai créé Africa Sport Business, c'était vraiment pour mettre en avant les acteurs, que ce soit comme moi ou comme tous mes autres partenaires, pour qu'ils soient mis en avant. Parce qu'au final, il y a tellement de talents en Afrique, que ce soit sur le terrain, mais au-delà même, mais en réalité, on n'a pas forcément l'information. Ne serait-ce que de savoir, telle personne cherche un emploi, ou elle va chercher un emploi, telle personne souhaite découvrir un événement ou aller dans un événement. En réalité, on n'avait pas forcément cette information. Et même si on va au-delà de ça, c'est même la data en elle-même, savoir combien le sport génère en Afrique, Ok. économiquement parlant. En réalité, c'est que maintenant qu'il y a des acteurs qui sont là à faire des analyses, des recherches, mais en réalité, au début, il n'y avait pas ces données-là. Mhm. Donc, c'est dans ce sens-là que je me suis dit, bon, au-delà de pouvoir créer une plateforme qui réunit les acteurs du sport business, parce qu'au-delà même d'un média, c'est aussi une plateforme qui rassemble les différents acteurs du sport business pour créer des liens et des ponts, pour pas seulement qu'on soit uniquement seul de notre côté à entreprendre dans le sport, mais vraiment créer aussi euh, une homogénéité entre les différents acteurs. Qui sont les acteurs du sport business, entre autres, On a, en termes d'entité, hein? on a déjà C'est quoi est-ce les... que les clubs sont concernés? Oui, Est-ce que au les... final, tout le monde est concerné parce que tout le monde a son rôle à jouer, que ce soit les institutions, que ce soit les clubs, que ce soit les fonds d'investissement, que ce soit les marques. Parce Ok. qu'au final, pour qu'un sportif puisse évoluer ou qu'on puisse le voir à la télé, au final,
bah, il faut forcément ne serait-ce qu'une caméra, il faut peut-être le médecin, il faut peut-être l'intendant. Et au final, tous ces acteurs-là font le sport business Ok. au final. Mhm. Mais toi, dans le déroulement de ta structure, Ouais. le déroulement des activités de ta structure, qui sont tes interlocuteurs principaux Mes interlocuteurs avec principaux. Africa Sport Business? Mes interlocuteurs principaux, c'est soit les institutions, les fédérations, parce qu'il faut quand même travailler avec eux pour aussi comprendre leurs enjeux et les différents complexes qu'ils peuvent avoir au quotidien ou challenges qu'ils peuvent avoir au quotidien dans leur mission. Parce que c'était aussi pouvoir être un support aux différents acteurs qui sont déjà en place. Ok. Parce que forcément, il y a déjà des personnes qui sont là, qui veulent investir dans le sport, souvent par passion. Ils aiment le sport, mais ils n'ont pas forcément cette expertise. Et nous, là, on est arrivé avec une expertise qui permet de mettre en avant justement les initiatives qui sont déjà en place. Et au final, pas qu'on se retrouve avec tout le monde qui soit à droite, à gauche en train d'entreprendre de leur côté, mais vraiment créer des synergies ensemble. Pour moi, c'est clair à D'accord. 70%. Je veux que tu me prennes, par exemple, un cas concret. Oui, euh, sur un mois, d'accord. sur une période d'un mois, qu'est-ce que tu mènes comme action pour le compte de ton entreprise? D'accord. Et quel est le message que tu passes? Est-ce que tu décides de prendre un rendez-vous avec une fédération? Tu pars les rencontrer? Quels sont les produits que tu leur proposes? Quels sont les services que tu leur proposes? Comment est-ce que tu fais de l'argent avec Africa Sport Business? Comment faire de l'argent? Avant tout, c'était de pouvoir créer des synergies, de pouvoir vraiment les rassembler. Rassembler C'était les acteurs. exactement. OK. Donc déjà, même ça, pouvoir rassembler les différents acteurs, c'est un business en soi de la mise en relation. Donc OK. comment mettre en acteur celui qui fait la marque de vêtements avec l'équipe qui cherche des tenues. Ça, c'est D'accord. déjà un premier point. Après, il y a D'accord. l'aspect de l'étude de marché. OK. Comment toi, en tant qu'investisseur ou toi, en tant qu'entrepreneur qui souhaite entreprendre dans le sport en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays en Afrique, OK. comment tu vas pouvoir t'implanter dans ce pays. Est-ce que OK. le marché est mature? Est-ce que le marché n'est pas encore assez mature? Est-ce que tu dois entreprendre maintenant? Est-ce que tu dois entreprendre seul ou accompagné? C'est dans OK. tous ces domaines-là que moi, j'aide les entreprises et les différentes parties prenantes à se développer. OK. C'est plus clair parce que tu vois, avec l'explication que tu donnes, moi, je sais qu'il y a peut-être pratiquement 3 ou 4 ans, j'ai rencontré un investisseur dans le domaine du sport. Et je pense que ce que tu dis, ça sonne tellement clairement chez moi que je pense qu'à l'issue de ce podcast, je pourrais voir comment est-ce que je crée la relation. Bien Parce sûr. qu'il avait cette problématique-là. Il était à la recherche de clubs dans lesquels il pouvait investir et tout. Mais vu que moi, je ne suis pas forcément du domaine, je ne savais pas sur quels critères je devais me baser Mhm. pour dire, ouais, ce club a peut-être besoin de fonds Ouais. pour se développer et tout. Donc, il est venu, il a passé un temps. Après, il est reparti. Je pense qu'il avait plein d'idées. Donc, ce serait bien quand même que je puisse vous connecter. Avec plaisir. Ça, tu vois, c'est intéressant de passer sur Press Talk, hein. Ah là, Il y a les opportunités c'est ici. ça. Et ce n'est que le début. On n'a pas encore fini de Oui, discuter. je t'assure. On est juste à 15 minutes là. Est-ce que tu peux nous partager un moment fort ou une réussite marquante de ton parcours dans le marketing sportif? Un moment fort en soi, souvent j'aime bien dire que tous les moments sont forts parce que c'est ces moments-là qui m'ont permis d'être qui je suis actuellement. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi, c'est de ne même pas négliger chaque étape de la vie Ok, comme je néglige pas chaque personne que je rencontre. ok, Le niveau de considération que j'ai pour toi, je ne vais pas avoir une autre considération pour quelqu'un d'autre. mhm, C'est vraiment l'aspect de se dire, vraiment les personnes qui m'entourent et même les différents challenges que je peux avoir, je ne vais pas les minimiser parce que c'est eux qui font qui je suis actuellement. ok, Donc vraiment, ce qui m'a marqué le plus, je pense, c'est au-delà même de l'aspect marketing, c'est moi, comment je suis venu en Côte d'Ivoire pour justement être dans ce domaine. Parce que quand on pense à la Côte d'Ivoire, on ne pense pas forcément à un marketing sportif. Ou si on pense au sport, on va peut-être penser à Didier Drogba ou aux éléphants. ok, Mais pas forcément à se dire, ah mais en fait, on peut entreprendre dans le sport en Afrique. Donc c'est mhm, déjà, je pense, là le point vraiment marquant pour moi, c'est comment je suis arrivé ici, qui m'a le plus marqué. Je suis arrivé juste avant la CAN, quelques mois avant, parce que justement, je me suis dit, je ne peux pas être ivoirien et ne pas participer et être acteur de cet événement international. ok. Donc, si je comprends bien, avant, toutes tes opérations, tu les faisais à l'extérieur. C'était pas en Côte d'Ivoire. Exactement, c'est ça. Ok, Là, j'ai vraiment décidé de me baser justement
en Côte d'Ivoire et en Afrique, plus globalement, c'est vraiment parce que je me suis dit, tout ce que j'ai appris dans les différents endroits où j'ai pu exercer, je dois aussi pouvoir les redonner à mon pays d'origine et avoir un impact. Parce qu'au final, on voit beaucoup de talents d'Afrique dans le monde entier. Même les meilleurs talents qu'on a, ils sont issus d'Afrique ou ils sont des afro-descendants. Ok. Et pourquoi, au final, ils brillent en Occident, mais en Afrique, on n'a pas forcément ces retombées. Ouais, on ne profite pas vraiment. C'est ça. Et donc, moi, ma mission, c'est de pouvoir aider aussi directement à la base, là où, on va dire, il y a la pépinière de talent. Comment faire pour structurer ce domaine-là pour qu'au final, les retombées qu'il y a en Occident puissent aussi retomber aussi en Afrique directement. C'est quoi les retombées? Il y a forcément des retombées économiques Ok. assez... Il y a quand même une manne assez grande, comme je le disais au début. Mhm. Le sport touche 5% du PIB mondial, alors qu'en Afrique, c'est que 0,5%. Donc Ok. on voit même encore cette jauge qu'il y a entre le monde et l'Afrique et Ouais. cette évolution qu'il peut y avoir en fait. Et c'est vraiment ça où au final on se dit, ah, il y a une marge d'évolution et c'est vraiment important de pouvoir aussi structurer ça pour qu'au final l'Afrique ne soit pas en retard, mais vraiment, alors que c'est elle qui fournit tous les talents en fait. Mhm. Donc c'est comment structurer cela pour pouvoir aussi derrière avoir vraiment nos talents au-delà qui partent en Occident, mais aussi on puisse aussi les garder plus longtemps pour qu'ils puissent se développer. Ouais, je pense qu'il y a vraiment un énorme gap, hein, quand Mhm. j'entends 0,5%, avec toutes les mobilisations qu'il y a autour de certains sports, notamment le football en Côte d'Ivoire et en Afrique. Bien sûr. Je trouve que 0,5%, c'est pas bien rétribué. Parce Et que c'est, ce n'est pas encore la priorité de certains. Je Mhm. pense que c'est aussi maintenant, on voit certains pays qui commencent à investir un peu plus et on voit aussi l'enjeu et l'impact que le sport peut avoir. Mais c'est vrai qu'avant, c'était pas forcément, ça faisait pas forcément partie des politiques Mhm. des pays ou des enjeux principaux de se dire on va mettre le sport en avant parce qu'ils voyaient ça peut-être plus comme un loisir sans forcément penser à toutes les conséquences que ça peut avoir positivement sur une société. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce qu'effectivement, quand je parlais de rétribution, je parlais d'impact, tu Mhm. vois, d'impact positif notamment sur le PIB. Parce que vu l'effort, l'engouement, l'engagement, il ne faudrait juste pas que ça reste émotionnel. Parce qu'il y a également ce facteur-là aussi, qui je pense est quand même positif. Mhm. Lorsqu'il y a du sport, il rassemble, il fait taire tout ce qui peut être tension Exactement. politique et tout. Mais on doit pouvoir le ressentir aussi d'un point de vue économique. Quel type de projet ou d'événement sportif as-tu déjà accompagné? J'ai accompagné différents événements, principalement. Moi, je travaille principalement avec des clubs sportifs, que ce soit en Occident ou aussi en Afrique. Donc, les événements, c'était les matchs qu'ils ont tous les week-ends, donc toute une saison. Mais sinon, les grands événements sportifs que j'ai pu accompagner, ça a été notamment la CAN, qui a été ici en Côte d'Ivoire. Ok. Je travaille aussi, on n'en a pas encore parlé, mais avec Flex, Ok. que tu connais sûrement, que je te présenterai et que je vous présenterai à tous. Mhm. Mais c'est aussi avec ce projet-là principalement qu'on a pu contribuer avec différents événements sportifs euh, dans, dans le monde et principalement en Afrique. D'accord. Et cet accompagnement, il consistait en quoi? Donc Flex Africa, c'est une marque de vêtements de sport implantée en Afrique Mhm. qui a pour but de promouvoir le sport par la tenue sportive, par le vêtement. Donc c'était vraiment de pouvoir être des partenaires techniques de ces événements, soit pour équiper les joueurs ou les fans. Et est-ce que tu fais un tri en termes de sport ou tu es ouvert à tous les sports? Non, je fais pas de tri par rapport au sport. Forcément, il y a des sports qui sont plus développés que d'autres, Mhm. donc forcément qui peuvent rapporter plus, parce qu'à la fin de la journée, forcément, il faut qu'on puisse manger et remplir notre frigo. Mhm. Mais après, je reste quand même un passionné de sport, et donc mon but, c'est vraiment de pouvoir développer et même aider chaque sport, chaque discipline à être mise en avant, en sachant que même si on parle à l'échelle de l'Afrique, chaque pays a aussi sa propre discipline ou sa propre particularité. Par exemple, si on voit le Sénégal, il y a la lutte sénégalaise. Ici, on a le Maracana. Chaque pays a forcément sa spécificité qui a peut-être pas forcément dans d'autres pays. Mhm. Donc, forcément, moi, je suis plus tourné sur le football et le basket parce que c'est des sports que j'ai pratiqués et dans lesquels j'ai beaucoup travaillé. Mais il y a aussi le fitness, il y a le running, il y a aussi tout d'autres sports avec lesquels je travaille. C'est quoi ton approche aujourd'hui? Est-ce que tu communiques
au maximum sur ton activité de sorte à ce que les différents acteurs du domaine reviennent vers toi quand ils ont un quelconque besoin et ils savent que tu peux leur apporter un service, ou c'est toi qui fais l'identification de là où tu penses que tu peux apporter quelque chose et tu vas vers. C'est quoi C'est les quoi le deux. modèle? C'est les deux. Forcément, il y a des personnes qui viennent me voir par rapport à ce que je communique, principalement sur mes réseaux sociaux, mais Ok. aussi l'aspect après de cibler les personnes qui sont à fort potentiel, mais on voit forcément qu'il n'y a pas forcément cette action ou cette expertise derrière. Donc, c'est de les contacter, de leur dire, ah bon, je vois que là, vous pouvez passer un nouveau step, un nouveau gap. Et au final, voici comment moi, je peux vous accompagner de A à Z. Ok. Est-ce que tu interviens également sur les joueurs? J'interviens pas directement sur le joueur, par exemple pour une gestion de carrière, mais je peux aussi l'accompagner sur sa gestion d'image. Donc Ok. comment il va être lui sur les réseaux sociaux ou même à la télé, comment il va se comporter, mais j'interviens pas dans la carrière vraiment en termes de transfert ou de transaction de joueurs. Ok. Et bon, pour ton expérience, tu penses que la gestion d'image, c'est quelque chose qui est très important? C'est primordial maintenant. Au final, on voit que chaque personne est une marque. Ok. Maintenant, on voit que Prince Talk, c'est une marque, Johan Zézé, c'est une marque, et c'est comment nous, on va nous traiter en tant que personne, que derrière, on peut avoir des opportunités financières, mais même au-delà. Et je veux dire que ça fait combien de temps que tu es dans ce domaine-là? Ça va faire une dizaine d'années. Tu es, c'est quoi? Tu es comblé d'un point de vue de tes attentes par rapport à ce que tu te disais sur cette fonction? Ou est-ce que tu penses que il y a peut-être d'autres choses à aller faire? Ou tu comptes encore rester très longtemps dans ce marketing sportif? Il y a tellement de choses à faire dans le sport, je pense que ça finira jamais. Mhm. Même maintenant, on voit aussi maintenant avec l'intelligence artificielle qui se Mhm. développe, Mhm. comment implémenter l'intelligence artificielle dans le sport et dans la performance des joueurs. Oui. C'est dans un domaine où je suis très épanoui. Forcément, je suis polyvalent, donc je touche aussi à d'autres choses que le sport directement. Mais c'est là où je peux tirer le meilleur de moi-même et je resterai là pour développer ce que j'ai à développer. En tout cas, c'est là ma mission, c'est dans le marketing sportif. Tu parlais tout à l'heure de Flex. Oui, C'est bien Flex Africa, c'est ça? exactement, Est-ce que tu peux présenter un nouveau Flex Africa bien sûr. et me dire en quoi Flex Africa se différencie des marques que nous connaissons déjà, telles que Nike, Adidas, Puma, et puis je pense New Balance, par exemple. Flex Africa, ou Flex principalement, c'est une marque de sportswear qui a été Ok. fondée par Jean-Jacques Coffey en 2022. Donc c'est une marque assez jeune encore, qui est basée en Afrique, donc principalement entre Abidjan et Kigali, qui sont les sièges principaux de la société et nos points de vente au plus fort. Mais c'est là même l'essence même de ce projet, c'était de pouvoir accompagner les athlètes et les sportifs dans leur pratique de tous les jours. Le Ok. constat partait de, par exemple, si on va regarder les équipes nationales de foot, on va voir qu'il n'y a pas forcément d'équipementier africain. Ok. Et ça, je pense, c'est très important de savoir. C'est l'aspect de savoir que ils sont pas forcément dans le pays et ne connaissent pas forcément les réalités, les problématiques qu'un joueur peut avoir, les conditions de jeu, les conditions même de temps, parce qu'on sait qu'on est quand même dans une région très humide. Donc, il est très fréquent de voir sur les terrains de sport, les terrains de foot, des maillots pas adaptés à la discipline, parce que les créateurs ou vraiment les fournisseurs de maillots n'adaptent pas leur coton, leur tissu vraiment au challenge que les sportifs ont au quotidien. J'allais poser cette question, mais je pense que je vais revenir là-dessus. Vas-y. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est Mhm. comme ça que cette marque a été fondée. C'était au-delà même de pouvoir représenter l'athlète africain par la tenue, parce qu'on sait que quand même, les Africains, on est très soignés dans le style, on fait très attention à l'apparence, mais au final, on n'est pas forcément sur l'aspect sportif quelque chose qui pouvait nous représenter. Avec Ok. nos designs, nos patterns, vraiment nos motifs, on sait que chaque région d'Afrique a quand même sa spécificité en termes de tissu et même de design, mais comment représenter ça à travers le sport. Donc c'est Ok. comme ça qu'on a eu vraiment cette problématique de se dire, on doit répondre à ce problème parce que vraiment, il faut qu'on puisse aussi représenter l'Afrique sur les terrains de sport. Et tu voulais répondre par rapport à Nike, Adidas, etc. Oui. Donc, au final, si on voit ces marques-là, elles ne sont pas encore énormément implantées ou de stratégie vraiment de développement sur le continent. Ah bon, hein? Non. Mais nous, bon, peut-être que tu me dis peut-être le sport, mais sinon, à longueur de journée, dans les rues, on voit des personnes qui portent des vêtements, Oui, on peut voir même dans les salles de fitness, parce que c'est tout. la renommée. Ok. Mais au final,
est-ce que tu as vu une boutique Nike ici à Abidjan? Est-ce que tu as vu un représentant de la marque? Je sais pas. Je Non, sais pas dire. il n'y en Je a sais qu'il y a pas, des, puisqu'ils n'ont pas forcément je sais qu'il cette y a des stratégie. boutiques où on Mhm. vend des produits Nike, mais je sais pas s'ils sont représentants. Non, ils ne sont pas forcément représentés. En fait, leur stratégie n'est pas encore tournée vraiment vers l'Afrique. Ok. On le voit, ils commencent à peine à se tourner dessus. On peut voir par exemple ce que Nike a fait avec l'équipe du Nigeria, où ils ont fait de très beaux chiffres en termes de vente lors de la Coupe du Monde 2018, avec des designs très recherchés. Mais ce n'est pas encore une stratégie vraiment globale. C'est vraiment sur certains marchés où ils se disent, bon, là, on va mettre un peu l'emphase en termes d'investissement, mais ce n'est pas encore vraiment la vision que toutes les grandes marques ont parce qu'ils sont plus tournés vers l'Occident, là où, Ok. où un marché est un peu plus mûr que le marché africain. C'est Ok. plus dans ce sens-là. Donc nous, au lieu de se tourner directement vers l'Occident, on a décidé de nous habiller chez nous avant de regarder à l'extérieur. Ok. Mais maintenant, on peut voir que même Flex, dernièrement, on a habillé les étudiants de l'université d'Oxford. Ok. Oxford, c'est en Angleterre. Exactement. Ok. Donc Good. c'est quand même Bravo. merci. Donc c'est quand même quelque chose où au final on se dit on peut le faire, faisons-le et let's go. Donc finalement, ça devient Flex Global. C'est pour ça que initialement j'ai dit Flex Africa parce que c'était le nom initial, mais Mhm. maintenant c'est plus tourné sur Flex Ok. parce qu'au final Vous vous euh, exportez. exactement, on est implanté en Afrique, mais on Mhm. est tourné vers le monde. Ok. Et vous allez concurrencer, j'ai envie de dire, les grands d'antan. Exactement. En tout Voilà. cas, on arrive. Parfait. Quelle est ta vision pour Flex? C'est vrai qu'une marque locale, et comme tu le disais tout à l'heure, vous vous tournez vers l'extérieur. Est-ce que il y a une véritable stratégie pour ça? Ou c'est, comme on dit, un épiphénomène qui fait que vous pouvez aller prendre euh, une opportunité à l'extérieur? Mais est-ce qu'il y a une véritable stratégie qui accompagne? Sachant que toi, je pense, comme tu l'as dit, je ne sais pas si tu l'as dit là où c'était tout à l'heure, tu as une fonction de Head of Brand Mhm. chez Flex Africa. Exactement. Donc, je pense que ce sont des questions auxquelles tu as certainement des réponses. Bien sûr. Tu la marques, oui. Donc oui, on a une stratégie vraiment qui est définie. On reste quand même une marque jeune avec une très grande marge de progression. Oui. Et l'idée, c'est vraiment de faire les choses sur des fondations solides. Même si on a quand même des réussites notoires et assez importantes, notamment vers l'étranger, l'idée, c'était de pouvoir aussi vraiment avoir nos bases ici, chez nous, pour pouvoir se développer en Afrique. Mais sinon, ce n'est pas un épiphénomène. On a vraiment une stratégie où on développe notre équipe. Notre équipe est basée en Afrique. On n'est pas 100% ivoirien ou 100% rwandais, on est 100% africain. Ça, c'est quelque chose de très important à savoir, puisque c'est vraiment Made in Africa pour le monde. Ok. C'est vraiment ça. C'est pour ça, en fait, qu'on a fait cette marque. C'est vraiment pour pouvoir mettre en avant nos talents et vraiment notre expertise sur ces enjeux-là. Parfait. On va peut-être switcher sur Bien sur sûr. une autre problématique que j'ai. On constate de plus en plus que, surtout dans le domaine du football, il y a plus d'engouement à voir des supporters aller regarder au stade des matchs interpays qui Mhm. opposent des pays plutôt que des matchs des clubs locaux. Ouais. Pour toi qui es du domaine, comment est-ce que tu l'expliques? Et qu'est-ce qui peut être fait pour apporter une nette amélioration à cela? C'est vrai que si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, c'est vrai que c'est assez triste souvent de voir les stades vides, surtout que maintenant on a des très beaux stades Ouais. de qualité. Je pense que c'est vraiment un problème de stratégie et même de mission et de vision par rapport à ça, en se disant on veut développer le football local, on veut mettre en avant nos talents. C'est vrai que si actuellement tu prends ton téléphone et tu vas peut-être chercher le meilleur buteur de la saison dernière, je ne sais pas si tu pourras le trouver. Je pense que c'est ça aussi l'un des problèmes. C'est vraiment de se dire le but, que ce soit de la fédération ou même des clubs, c'est de mettre en avant leurs joueurs. Et je pense que cette problématique-là, ils ne l'ont pas encore résolue. Ils ne sont pas encore assis vraiment pour se dire, bon, là, on a tous les acteurs du foot ou du sport. Comment on va faire pour vraiment développer cet aspect-là qui est vraiment on va dire une épine dans le pied du football ivoirien, de se dire
quand la sélection joue, les stades sont remplis, mais quand c'est les clubs, c'est pas rempli. Je pense que les clubs doivent communiquer plus sur ça et même mettre en avant la fan expérience. C'est-à-dire que quand on va au stade, au-delà même de regarder les joueurs, c'est vraiment de se dire on vient vraiment pour un événement, vraiment une expérience particulière. Parce qu'il ne faut pas juste prendre le sport comme le sport. Maintenant, le sport, c'est vraiment devenu au-delà ce qu'on appelle même le sportainment. Donc, c'est le sport le sportainment. Donc, Tainment. Exactement. Donc, Donc, c'est l'association de sport et d'entertainment. Ok, d'accord. Tu vois les Américains sont très forts dans ça. Ouais. C'est qu'au final, on vient plus seulement pour regarder du sport. Mais c'est plus le plaisir. On vient regarder vraiment un spectacle, un show. Et je pense que c'est ça aussi qui va faire que le football local peut se développer. C'est de pouvoir associer vraiment le sport, notamment la culture. Si on voit les différents événements qu'il peut y avoir en Afrique ou dans le monde, le sport est très associé à la culture. Et je pense que ça peut être l'une des réponses, ou du moins l'un des axes au fait que les stades peuvent être remplis, c'est d'apporter quelque chose d'autre que le sport. Mais il y a aussi cet aspect de communication. Ouais. Comment mettre en avant le joueur qui est dans une équipe. On va au match, mais est-ce qu'on sait qui sont les joueurs sur le terrain? Est-ce que, au-delà même de l'équipe, est-ce qu'il y a une communication qui est faite par les clubs pour amener des fans aussi dans les stades? Parce que je pense que c'est très important que même les présidents de clubs se rendent compte que les fans, ça reste quand même toujours et ce sera toujours le 12e homme. Donc même voir des stades vides, c'est aussi un frein pour le développement d'un club. C'est clair. Et au-delà même de l'aspect financier, je pense qu'ils doivent aussi prendre ça en compte. C'est que si ton club est développé, si l'image de ton club est développée, quand on va venir pour acheter un de tes joueurs, tu le vendras beaucoup plus cher que si ton club n'est pas développé. Ouais. C'est quelque chose de très important, je pense, à prendre en compte, même dans l'image d'un joueur personnel. Même quand j'accompagne les joueurs, c'est ce que je leur dis, c'est qu'au final, soignez votre communication, parce que c'est comme ça que vous pouvez augmenter votre valeur et être valorisé plus cher sur le marché. Ouais. Parce que si au final, votre image n'est pas soignée, ne vous étonnez pas que vous coûtez moins cher que quelqu'un dont l'image est soignée. Si on ne fait que vous voir dans des restaurants et que c'est ça que vous postez sur les réseaux. Il y a de ça. Après, ce n'est pas forcément les restaurants eux-mêmes, mais c'est vraiment soigner son image et vraiment mettre en avant le fait d'être un athlète et en fonction des ambitions aussi qu'on veut. Si on veut atteindre des ambitions assez élevées, je pense qu'il faut en mettre les moyens. Ouais. Non, je parlais de restaurant parce que si tu es un athlète, on doit te voir à l'œuvre. Tu vois, quelques images où on te voit plutôt à l'œuvre que dans des endroits qui ne sont pas on va dire ton domaine de prédilection. Parce que là-bas, tu pars consommer alors qu'il y a un endroit où tu pars produire. C'est ça. Je pense que oui, c'est aussi l'aspect de dire, bon, je suis professionnel, maintenant je dois adopter une certaine image. Ça n'empêche pas d'avoir des loisirs à côté, mais je pense que l'image publique maintenant est aussi très importante pour chaque athlète et même chaque personne. Ok. Qu'est-ce qui ferait qu'un sponsor déciderait de se tourner vers un club? Ça, c'est une bonne question, parce que souvent, même quand je rencontre les différents acteurs du sport, la problématique, c'est j'ai besoin d'argent. Il me faut des sponsors. Que ce soit un athlète ou un club, la première chose qu'ils vont te dire, Johan, t'es consultant marketing sportif, ramène-nous de l'argent. C'est souvent ça la problématique des clubs. Okay. Mais eux, derrière, qu'est-ce qu'ils font pour valoriser ça? Toi, Prince Talk, tu as une entreprise, tu veux sponsoriser mon club. Enfin, moi, je t'approche pour que tu sponsorises mon club. Comment, moi, je vais mettre réellement en avant l'argent que tu me donnes? Parce que certes, il y a du sponsoring qui est fait parce que, on va dire, relationnel. On connaît un tel, etc., donc il vient nous soutenir. Mais aussi l'aspect de, OK, je vais avoir un retour sur investissement. Parce qu'en soi, un sponsoring, c'est aussi un investissement qu'une entreprise fait sur un club. C'est clair. Donc, comment il va avoir des retours sur ça? Et je pense que c'est ça qui est très important dans une stratégie d'un club, c'est de pouvoir se mettre en avant, même en termes de communication principalement et de stratégie, se dire, mais en fait, moi, je suis un club, comment l'entreprise qui m'approche ou les entreprises que je vais approcher, comment derrière, je peux leur dire, moi, j'ai tant d'adhérents, j'ai tant de fans, comment on va valoriser ce sponsoring à travers le club. Et pas seulement dire, oui, j'ai besoin d'argent, on va vous mettre sur le maillot, on passe un peu à la télé, où on a quelques abonnés et ça suffit. Non, ça ne suffit plus de mettre un logo sur un maillot. Ça c'est fini. Il faut pouvoir proposer quelque chose de beaucoup plus important et c'est de créer de la valeur, en fait, tout simplement. Créer de la valeur sur le sponsoring. Ok.
Bon, là, tu es à fond dans le boulot de consultant. On va t'arracher encore quelques tips parce que j'imagine qu'on devrait même payer pour tout ça. J'ai senti qu'au début, tu étais un peu hésitant, mais là, tu as filé beaucoup d'informations qui, je pense, certains acteurs du domaine, ils pourront capitaliser là-dessus. Et s'ils veulent aller, je pense, en profondeur, Mhm. bon, je pense que tes portes sont largement ouvertes. Totalement. Et moi, ce que je veux savoir, au-delà de l'image, Ouais. pour un sponsor, parce que là, tu as dit, c'est pas seulement le logo à mettre sur le vêtement. Ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre pour un sponsor, au-delà de l'image? Ça peut être créer des événements. Ça peut être le stade, c'est un lieu de vie. Mais Ok, qu'est-ce qu'on va faire dans le stade ou autour du stade ok, pour mettre en avant une entreprise? Ou par exemple, là, on a parlé beaucoup de foot ou de basket, mais on a aussi des disciplines comme le paddle qui est très répandu ici en Côte d'Ivoire et même dans le monde, qui a une expansion énorme. Donc, c'est comment, au final, avec un tournoi de paddle, je vais pouvoir mettre en avant mon entreprise, soit d'immobilier, soit de ma concession de voiture. Mhm, Bah, c'est le fait de se dire, ah mais en fait, ce sport, ça rassemble tel type d'acteurs, qui ont tel type de budget. Et ben moi, au final, je vais mettre à côté soit mes stands de voitures pour mettre en avant mes voitures, je vais mettre mes commerciaux pour parler de mon business. Et c'est le fait de se dire, ah mais le sport rassemble, mais derrière, je peux aussi toucher certains acteurs qui vont faire que derrière, je peux faire du business et générer de l'argent. Je pense que c'est ça aussi qui est très important. C'est comment adapter le sponsoring à la clientèle ou à la cible. non, Voilà. je comprends mieux parce que le week-end du 16 Ouais. août, j'étais à une finale de paddle Ok. et je pense qu'effectivement, ce que tu dis, j'avais pas compris pourquoi est-ce que parmi les sponsors, c'était des personnes qui, je pense, de façon directe, n'ont pas trop de lien avec le sport. Donc, si je peux me permettre de citer, il y avait par exemple la Roche-Posay, qui, Ok. je pense, était le sponsor principal. D'accord. Et il y avait d'autres marques, par exemple AWG, qui est une marque de vêtements, Ange Wilfried Govoy, donc qui fait des vêtements, des surchemises, des chemises, des pantalons, des trucs très intéressants. Il y avait une marque de champagne. Il y avait, je pense même je ne sais pas s'il y avait Flex ou pas, mais j'ai vu quand même un certain nombre d'acteurs qui, de façon directe, n'ont pas de lien euh, très étroit avec le sport. Et avec ce que tu expliques, je comprends. Mhm. C'est vrai qu'ils n'avaient pas de logo sur les maillots, mais ils avaient des stands. Et si je m'en souviens aujourd'hui, ça veut dire que quelque part, leur présence a eu un impact sur moi. Parce que ça m'a permis de connaître leurs produits et puis d'avoir un peu plus de détails. Et ça peut permettre par la suite de déboucher sur un achat. Exactement. C'est ce que je présentais au début quand je disais le marketing par le sport. Mhm. C'est au final le tournoi de paddle que tu as vu, c'était le moyen pour te faire venir, mais derrière, les annonceurs en ont profité de ta présence pour regarder ce tournoi pour mettre en avant aussi leurs entreprises. Ouais. Pour me bombarder d'informations. Exactement. Quelle solution concrète tu verrais aujourd'hui, hein, vraiment des solutions concrètes? Ouais. Tu nous excuses de te demander ça parce que normalement, j'imagine que c'est quelque chose qui est censé être payant, mais pour remplir, pour remplir les stades, est-ce que c'est quelque chose de simple? Parce que je me dis que si c'était simple, ça aurait été fait depuis longtemps. Comment changer, j'ai envie de dire, la mentalité, le mindset des populations, des supporters qui aiment un sport, mais qui, pour certaines compétitions, ne vont pas vers. Tu vois, pendant que je pose la question, Mhm. je me rappelle que, je crois, quelques années en arrière, je crois l'année dernière ou il y a 2 ans, le Maracana est revenu tout d'un coup en tête d'affiche. Ouais. On n'a rien compris. Les tribunes étaient bondées de monde. Pourquoi ça marchait là-bas et qu'il y a d'autres endroits où ça ne marche pas forcément? Est-ce que tu peux donner des tips et ou décortiquer peut-être la stratégie qui a été mise en place pour, j'ai envie de dire, une compétition de Maracana
qui est peut-être dans l'usage des populations, dans leur quartier et tout, mais qui à un moment, paf, revient au devant de la scène, et puis ça carbure, tout le monde veut s'afficher, tout le monde est là-dedans. Déjà, le Maracana et le football à 11, même si on va dire que c'est des disciplines cousines, ce ne sont pas les mêmes, Mhm. euh, même, ne serait-ce qu'en termes de jeu. Comme on peut voir, même comme le disait Kylian Mbappé, le football, il a changé. Ok. Et le football a changé, certes. C'est-à-dire que maintenant, notre consommation du football, notamment avec les réseaux sociaux, etc., a changé. Mhm. Avant, on regardait peut-être, je ne sais pas pour toi, mais on regardait un match de la première minute jusqu'à la 90e. Et maintenant, souvent, on regarde quelques minutes, ou à la rigueur, sur TikTok, on va regarder uniquement les meilleures actions. Et c'est bon, on va se dire, on a regardé le match. Mhm. Parce que la discipline, elle est différente. Il y a, forcément, le jeu est devenu beaucoup plus vite, mais aussi beaucoup plus rapide, mais beaucoup plus stratégique, tactique. Ok. Si on voit le Maracana, c'est beaucoup plus rapide. Il y a beaucoup plus d'action et de show. Donc il y a cet aspect-là, je pense, qui a aidé, au-delà de la popularité même du Maracana Mhm. sur le terrain local. Je pense qu'il y a déjà le fait que les deux disciplines ne sont pas les mêmes. Mhm. Mais je pense qu'il faut partir déjà du constat de pourquoi les gens ne viennent pas au stade. Est-ce que c'est parce que c'est trop cher? Est-ce que c'est parce qu'ils ne connaissent pas les joueurs? Est-ce que c'est parce que les clubs ne communiquent pas? C'est quelque chose qu'il faut savoir. Ou pourquoi en fait les clubs n'ont pas de supporters. Ok. Est-ce que c'est parce que tous les supporters sont à l'intérieur du pays et ils font tous les matchs à Abidjan? Je ne pense pas. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose derrière à réfléchir. Et je pense que le but de tout ça, c'est ne pas se repasser la balle, se rejeter la balle en disant oui, c'est pas à la fédération de le faire, c'est au club. Les clubs vont vous dire non, c'est pas à nous de le faire, c'est à la fédération. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut que tous les acteurs du sport puissent être réunis autour d'une table et se dire bon, maintenant, on en a marre. On est dans des très jolis stades, mais les stades sont vides. Et c'est pas bon, même pour les joueurs, même pour l'image du pays. C'est pas forcément quelque chose qui est plaisant à voir. Euh, et je pense vraiment qu'il y a cet aspect-là de pouvoir se dire, bon, est-ce que les clubs ils sont en capacité de pouvoir amener des supporters? Est-ce que même ils ont cette vision-là? Peut-être même, ils n'ont même pas d'experts à l'intérieur qui va leur Mhm. permettre de leur dire, OK, bah, sur cet aspect-là, marketing, etc., bah, avoir des supporters, ça va vous permettre aussi d'avoir de l'argent. C'est pas uniquement la vente des joueurs, c'est aussi votre image que vous allez mettre en avant qui va vous permettre derrière de générer de l'argent pour pouvoir avoir beaucoup plus d'argent après. Mais ce que Mhm. j'ai remarqué aussi souvent dans les clubs, c'est que le but, ils veulent vendre rapidement Mhm. des joueurs pour avoir de l'argent rapidement, mais pas forcément construire une image solide sur le long terme. Et je Ok. pense que ça en fait partie. Et au-delà même de la communication, je pense que, comme je te dis tout à l'heure, l'aspect de l'expérience, faire Mhm. vivre une expérience. C'est que demain, comment toi, Prince, tu vas aller au stade avec tes enfants et te dire, ah, j'ai vraiment vécu un bon moment en famille ou les souvenirs. Quand on était petit et qu'on allait au stade, c'était les souvenirs. Ouais, Mais comment ça se fait que maintenant, on n'a plus forcément ces souvenirs? Qu'est-ce qui se passe? c'est ça. Et je pense que c'est quelque chose de très important de remettre vraiment de l'émotion dans le football. Je pense que c'est quelque chose de très important qui manque actuellement au football local, c'est l'émotion peut-être qui est mal retranscrite. Mhm. Parce que j'ai déjà été au stade, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'émotion, c'est très bien à certains moments, mais derrière ceux qui ne sont pas au stade, comment on va faire pour aller chercher ceux qui ne sont pas au stade? Pour qu'ils Et, viennent les prochaines fois. exactement. Et comment on traite ceux qui viennent au stade? Mhm. Parce qu'il y a aussi un aspect de fidélisation. Oui. Pourquoi avant les stades en Côte d'Ivoire, il y avait du monde et pourquoi maintenant, il y a plus personne? Je pense que c'est quelque chose de très important. Au-delà de se poser des questions, je pense que maintenant, il faut être dans l'action et on attend la suite. Est-ce qu'un acteur indépendant comme moi peut mener des actions pour développer l'image du football dans son pays? Bien sûr. Après, forcément, l'idée, c'est de pouvoir, au-delà même d'être indépendant, c'est d'être attaché à un club ou à une fédération pour vraiment travailler conjointement. Ok. Mais toi, à ton échelle, oui, tu peux mettre en avant le football ivoirien. Et justement, je pense que c'est aussi la force et même l'attente que chaque acteur, enfin, que nous avons, c'est de pouvoir mettre en avant à notre échelle le football pour que, au niveau du pays, vraiment, après, il y ait un mouvement de foule qui se fasse pour qu'on puisse vraiment développer le sport et le football principalement. Mhm. Quel conseil tu donnerais
à un jeune Africain qui D'accord. veut se lancer dans le domaine du sport business? De s'informer et je pense d'être sur le terrain. C'est quelque chose de très important. Moi, j'ai commencé, c'était par l'événementiel. Donc, travailler avec des clubs, mais en étant volontaire ou dans des événements sportifs, comme on a pu avoir des volontaires pour la CAN, comme il y a pu avoir des volontaires pour l'Afrobasket, parce qu'on a oublié l'Afrobasket, mais il y avait l'Afrobasket dernièrement ici en Côte d'Ivoire. Ouais. L'année prochaine, à Dakar, il y a les JO de la jeunesse, quelque chose quand même de très important pour le continent, parce que Ok. c'est les Jeux olympiques pour la jeunesse qui se passent en Afrique. Donc les Jeux olympiques, c'est la plus grande compétition internationale ou qui existe dans l'histoire du sport. Mhm. Et c'est de se rapprocher de ces acteurs-là pour se dire, OK, moi, je veux prêter main forte, je veux vous accompagner, marcher dans votre sillage pour apprendre. Je Ok. pense qu'il y a déjà cette première démarche, avoir une volonté d'apprendre, au-delà de se dire, oui, ça peut rapporter de l'argent plus tard, mais à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Donc c'est déjà de se dire, bon, là, il y a des événements, il y a des clubs qui ont besoin, euh, même quand on parlait de toutes les problématiques par rapport aux fans ou par rapport à la communication, c'est déjà moi, à mon échelle, comment je peux aider le club. En faisant même peut-être du bénévolat, c'est ce que tu veux dire. Exactement. Ok. Volontariat pour vraiment apprendre. Apprendre. Ou un stage, ou vraiment être sur le terrain. Parce qu'il faut pratiquer. Il faut pratiquer, il faut pratiquer. Maintenant, on voit qu'on a une jeunesse très connectée, mais cette jeunesse peut aussi apporter ses connaissances aux différentes personnes d'expérience qu'il y a sur le terrain qui n'ont pas forcément ces atouts, que ce soit TikTok, Instagram, l'IA. Je pense qu'il y a tous ces domaines, mais la formation, c'est quand même très important. Au-delà de l'expérience et d'aller sur le terrain, c'est de pouvoir être formé à l'école. C'est quelque chose de très important. On a des formations qui se développent de plus en plus en Côte d'Ivoire sur le sport, Mhm. mais à savoir que vous pouvez être formé en marketing et après vous spécialiser dans le sport. Faut pas, Ok. vous n'avez pas forcément besoin de chercher directement un diplôme dans le sport initialement, mais vous pouvez ensuite vous spécialiser. Ça, c'est quelque chose aussi de très important à savoir. Ne pas se dire, ah, j'ai pas forcément la formation là dans mon université, donc je ne peux pas faire. Vous pouvez faire, mais il faudra juste après avoir cherché derrière un complément à cela. Se spécialiser. Exactement. D'accord. Tu vois, pendant que tu parlais, je me suis rappelé que récemment, j'ai cru voir sur une affiche une école. Peut-être que je vais me tromper dans le nom. Je crois que ça doit être BEM Ouais. qui dispensait des formations. Je pense sur le marketing, le management sportif, quelque chose comme ça. Et j'ai tout de suite pensé à toi. J'ai tout de suite pensé à toi. Et pour revenir aussi au fait que tu parlais tout à l'heure des émotions, à l'épisode 1 de cette seconde saison, j'ai reçu le docteur Corinne Rurig D'accord. qui parlait de l'aspect émotionnel qui est très important dans les souvenirs que un enfant peut avoir, dans l'expérience qu'il a pu passer avec ses parents. Et c'est quelque chose qui peut le pousser à un moment à chercher à revivre ce genre d'expérience-là. Donc je trouve que dans les propos, là, sur ce côté, vous vous rejoignez énormément. Et une autre chose que tu as eu à dire qui me rappelle encore quelqu'un que j'ai reçu sur ce podcast, qui est Adèle Croua, Ouais. elle parlait du bénévolat. C'est-à-dire qu'elle disait que on n'a pas nécessairement besoin d'avoir obtenu un diplôme dans un domaine pour commencer à travailler. Et que le nombre d'années d'expérience ne démarre pas après avoir obtenu le diplôme. Au moment de la paye. Voilà, c'est pas là. Par contre, si 2 ans plus tôt, pendant que j'ai mes vacances, je pars aider en faisant du bénévolat dans une œuvre dans laquelle peut-être je veux évoluer plus tard, ça peut apporter un plus. Bien sûr. Et encore, je pensais à Roman Fressinet, qui est un humoriste stand-upper Mhm. français, Ouais. qui racontait que au niveau du Canada, où il a fait sa formation dans ce domaine de l'humour et tout, parce qu'il y a une université là-bas qui forme dans le domaine de l'humour, il a commencé en étant stagiaire en backstage. Et aujourd'hui, il fait partie des top 5 meilleurs humoristes je dis de la France et peut-être bien au-delà. C'est quelqu'un, en tout cas, que moi j'apprécierais de recevoir sur ce plateau parce que on le qualifie comme quelqu'un de très, très, très posé, très smart,
très ouvert, très véridique. Pour l'âge qu'il a, il dit de très belles choses. Et je vais terminer par une citation encore qui me venait, D'accord. parce qu'il y a plein de choses qui me sont revenues quand tu parlais. Une citation de Maya Angelou qui dit que les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur aurez fait ressentir. On, C'est vrai. on revient encore à l'aspect Émotionnel. émotionnel, sensation, sentiment. Et quand, je pense, in fine, que quand on arrive à toucher à l'émotion de quelqu'un, il y a plein d'autres choses qui peuvent naître par la suite. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Et même, on n'a pas forcément parlé de ça parce qu'on était plus tourné sur l'aspect marketing et business. Mhm. En réalité, même moi, en tant que pratiquant de sport, les plus fortes émotions que j'ai eues, c'était sur le terrain. C'était sur le terrain en tant que pratiquant. Il y a tellement de valeurs que le sport m'a inculquées dans mon enfance qui font l'homme que je suis aujourd'hui. Donc je remercie en partie le sport euh, pour ce que ça a pu me permettre dans ma vie. Je suis pas forcément... moi, par exemple, dans mon tempérament, je suis plus observateur. Ok. Donc même ce que je peux aussi conseiller par rapport aux jeunes aussi, c'était aussi de pouvoir observer. C'est-à-dire que moi, quand je regarde un match de foot, je vais pas forcément regarder 90 minutes le match. Ok. Si je travaille dans le sport business, je vais peut-être regarder un peu plus bas comment le caméraman se comporte ou comment le chargé de relations presse va faire son travail, comment le stadier va faire son travail, de voir un peu tout l'écosystème et de comprendre, ah mais en fait, il n'y a pas que les joueurs qui sont au travail actuellement. Mhm. Il y a des centaines ou des milliers de personnes en fonction des stades. La dame qui distribue les pop-corn ou le Exactement. monsieur qui distribue les pop-corn. Exactement. Au final, on voit que même en citant ces Mhm. quelques personnes-là, on n'a Mhm. pas encore cité tout le monde. On n'a pas cité le kiné, on n'a pas cité le journaliste, on n'a pas cité le chauffeur de bus, on n'a pas cité le jardinier. Il y a tout ça qui fait l'écosystème du sport. Et au-delà même de ça, c'est vous pouvez travailler dans le sport en étant journaliste. Mhm. Donc, vous n'avez pas besoin forcément d'être footballeur professionnel pour travailler dans le sport. Mhm. Tu aimes le sport, c'est très bien. Le sport peut t'apprendre tellement de choses, mais ça peut t'ouvrir énormément de voies, même professionnellement parlant. Et je pense même, là, ça va être aussi un nouveau challenge pour nous, même en Afrique, c'est de pouvoir se dire comment on va former la jeunesse de demain. Mhm. Parce que en 2050, un jeune sur 3 dans le monde sera africain. Donc, Ok. on peut en déduire que, si on vulgarise, un sportif sur 3 sera africain. Ok. Actuellement, 70% de la population africaine a moins de 30 ans. Donc comment on va utiliser le sport ou quels sont les moyens pour faire que notre jeunesse trouve un sens à leur vie, mais trouve aussi leur voie. Je pense que c'est très important. Moi, personnellement, les personnes avec qui j'ai pu côtoyer dans le sport en tant que pratiquant, Mhm. le sport nous a détournés de certains vices. Ok. Et je pense que ça aussi, il faut prendre ça en compte. C'est que le sport a un pouvoir, comme j'ai, de soft power pour la jeunesse. Et on peut voir que souvent, quand le sport est développé dans une région, dans une localité, il y a forcément un peu moins de délinquance ou d'addiction à certaines choses. Parce que au-delà de l'ennui qu'ils peuvent avoir, ils ont un but et ils ont même une activité. Je vois. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on oublie dans nos échanges. Mais au-delà même de la pratique, c'est de se dire, ah ok, t'es jeune, tu fais du sport, mais peut-être t'as pas eu l'occasion à un certain moment, puisque tout à l'heure même tu me demandais, ah quel est l'âge limite pour dire, par exemple, on va dire pour un Ivoirien, d'espérer aller en France ou d'aller en Allemagne ou en Première Ligue en Angleterre. Le jeune n'est pas forcément obligé de pratiquer en tant que footballeur. Il peut être préparateur physique, Mhm. il peut être paysagiste. Comme on voit maintenant, il y a tellement de beaux terrains. Mais comment maintenant, au final, au lieu de faire venir une entreprise étrangère pour entretenir le terrain, comment nous, en tant qu'Ivoiriens, on met aussi nos capacités et notre capital humain pour pouvoir entretenir nos propres structures, nos propres infrastructures. Ouais. Parce que là, ça va être aussi... Bon, il y a tellement de sujets à voir, mais c'est aussi un challenge après, c'est, oui, on a de beaux stades, mais Comment on les maintenant, maintient? comment on les maintient, avec qui et pourquoi et dans quel but. Ouais. Pour l'instant, en tout cas, tous les acteurs qui s'occupent des terrains, que ce soit le ministère, l'ONS, les fédérations,
sont quand même dans une bonne dynamique où on voit que nos terrains sont utilisés et entretenus, surtout en termes de pelouse, etc. Mais c'est de se dire maintenant comment créer une économie autour de ça. Comment maintenant on va aller au stade le week-end, on va trouver une boutique pour acheter un maillot de la Côte d'Ivoire, ou acheter un maillot de la SEC, ou acheter un maillot du stade d'Abidjan ou du Racing Club d'Abidjan. Je pense qu'il y a aussi ça, c'est que oui, nos stades sont ouverts maintenant, mais comment faire vivre maintenant les couloirs, comment faire vivre vraiment tout ce qui est autour. Ouais. Et c'est ça aussi, je pense, qui va faire que nos stades seront remplis, c'est que on ne vient pas pour repartir, mais on vient pour rester. Ok. Qu'au final, nos stades deviennent des parcs d'attractions, des lieux de vie, mais vraiment pour toute la famille. Ouais. Je pense que c'est aussi ça qui va faire la différence. Un peu comme quand on part au cinéma ou dans Exactement. un parc animalier. C'est ça. C'est que même toi, quand tu vas au stade avec ta famille, tu sais que peut-être il y a un coin pour les enfants, tu peux laisser ton fils. Peut-être lui, ça ne l'intéresse pas de voir le match, mais lui, il veut jouer. Mais il y a peut-être des activations avec un sponsor qui va mettre en avant, ça peut être les sponsors dédiés aux enfants, qui vont mettre aussi certaines activations. Et ça fait qu'au final, la marque, une fois qu'elle a fait cette activation, ton fils, il va se dire « Ah, mais là, cette marque, là, j'ai goûté cette boisson ou j'ai goûté ce biscuit. » Et au final, c'est à toi qui va parler. Et demain, toi, tu vas aller acheter ce produit, tout simplement parce que la marque est venue faire une activation dans le stade et ton fils a joué. Ouais. Donc, je pense que c'est vraiment cette vision de se dire, en fait, de créer vraiment un lieu de vie au-delà du terrain et du rectangle vert, c'est que les stades deviennent vraiment des lieux de vie, enfin, les stades et les infrastructures sportives qui se développent. Parfait. Il y a une dame que j'ai rencontrée dans un quartier qui m'a dit, Prince, c'est vrai que tu m'as dit que tu vas entretenir un monsieur qui est dans le marketing sportif. D'accord. Moi, je veux pas que mon fils soit dans je veux pas qu'il soit dans le marketing sportif. Je veux que mon fils soit un footballeur professionnel. OK. Mais elle ne sait pas quelles sont les différentes étapes qu'elle doit franchir avec son fils pour que ce dernier-là il puisse être professionnel, mais pas un professionnel local ici, mais qui soit plutôt dans un grand club à l'extérieur. Est-ce que tu as des pistes d'orientation? Parce que j'imagine que la dame n'est pas la seule dans ce cas. Bien Il sûr. y a plein de personnes qui se font, on va dire, gruger par des personnes qui leur font des promesses en leur disant, voilà, je sais comment positionner ton fils dans un club ici ou là. Qu'est-ce que tu as comme information autour de ça pour aider vraiment toutes les personnes qui se posent des questions à se canaliser et à employer et emprunter les meilleures voies pour D'accord. atteindre leur but? Moi, mon but, c'est de pouvoir structurer vraiment ce qui se passe ici. C'est pas forcément de se dire partez directement. Parce que vous partez dans quelles conditions, dans quel but, pour avoir quoi derrière. L'idée, c'est déjà de pouvoir structurer le sport local. Oui, forcément, les plus grands clubs actuellement, parce que notre but, c'est aussi que l'Afrique, au-delà de concurrencer les nations, c'est vraiment de pouvoir concurrencer les championnats. Oui. Donc, c'est de pouvoir aussi, après, à terme, de se dire, bon, nos talents, au lieu qu'ils partent, ils peuvent rester. Ou même s'ils partent, à la fin de leur carrière, ils reviennent. C'est ce qu'on veut. Et je pense que ça, c'est quelque chose Oui. de très important. On veut partir et revenir. Comme, en fait, c'est de prendre l'information, de prendre vraiment les compétences, mais derrière, de pouvoir les redonner au pays. Je pense que c'est quelque chose de très important. Oui. Et même ça, j'encourage tous les joueurs ou tous les sportifs. Si vous restez 1 année ou 2 ans de carrière, venez rendre aussi à votre pays ce qu'ils vous ont donné. C'est très important. Mais avant ça, il faut quand même qu'on puisse nous structurer pour que quand les personnes reviennent, ils soient aussi dans de bonnes conditions et ils n'aillent pas esquiver le championnat ivoirien ou le championnat togolais ou autre, mais vraiment de pouvoir se dire, bon, ok, comme on peut voir certains qui partent aux États-Unis, certains qui partent en Arabie Saoudite, etc. Mais aussi, venez à la maison, c'est très important. Même dans le retour, ça peut être revenir pour le jeu ou même revenir pour investir. Exactement. Je pense qu'on a vu nos légendes, on a vu toutes ces personnes, on les a vues briller à l'international. On sait que le football ivoirien a généré ou fait des milliardaires ou des millionnaires en fonction de la devise à laquelle on parle. Mais si ces personnes-là investissaient dans le football local, je pense même que le football il serait à un autre niveau. La lumière que les Ivoiriens ont mis sur certains joueurs, je pense que derrière, il y a quand même un devoir de se dire il faut que je leur rende cela. Il faut que je leur rende cela en développant le football local et en créant de nouvelles
légende de nouvelles personnes. C'est de pas de rester sur forcément une personne qui reste tout le temps, mais c'est des cycles. Et après, de vraiment créer un Hall of Fame du football ivoirien, Hall of Fame pour les non-anglophones, c'est vraiment créer vraiment ce mur ou cet aspect où on rassemble toutes nos légendes et on n'a pas forcément une légende ou deux légendes dans notre pays, mais on est vraiment un pays formateur de talents. On est un pays formateur, on a des talents, mais je pense qu'il y a ça à structurer. Et pour répondre à ta question, pour une maman qui souhaite que son fils soit footballeur professionnel, bon, je ne suis pas agent de joueur, mais il faut déjà que l'enfant pratique dans un club. Très important. Localement. Parce qu'on ne peut pas transférer de joueurs avant 18 ans. Donc même si elle te dit que j'ai mon fils de 12 ans, je veux qu'il parte en Angleterre à Chelsea, c'est pas possible. Légalement parlant, c'est pas possible. Donc c'est déjà de pouvoir construire l'enfant sur place. Maintenant, il y a tellement d'académies, de structures qui se développent. Forcément, il faut choisir les bonnes. Ça, c'est quelque chose de primordial puisqu'on voit tellement d'arnaques aussi parce que le football génère tellement d'argent. Donc il y a aussi des arnaqueurs, des scammers. Mais je pense qu'il faut déjà pratiquer dans un club, dans une structure. Et que l'enfant prenne du plaisir. Très important. Ne partez pas sur un projet Mbappé où au final, on va mettre la pression à l'enfant parce que l'enfant peut se blesser. Il peut se blesser physiquement, il peut se blesser psychologiquement. Et au final, si tous les espoirs de la famille sont sur lui et qu'il se blesse, qu'il a les ligaments croisés, on fait quoi? C'est pour ça que derrière, moi, je parle aussi des autres domaines dans le sport parce que le physique, au bout d'un moment, ça ne tient pas forcément. Et il peut y avoir des imprévus. Mais je pense que vraiment, il faut cet aspect d'être dans une bonne structure pour pouvoir développer l'enfant et pour vraiment apprendre les bases du football et d'apprendre étape par étape en associant le foot à l'école. Parce que c'est important d'associer le mental aux jambes. Ça, c'est quelque chose de... Les plus grands champions, ils ont aussi un mental d'acier. Ils ont une capacité de réflexion. Forcément, il y a les différentes intelligences, mais je pense que l'école est quelque chose de très important et de primordial. Donc, il ne faut pas forcément se dire, oui, on va tout mettre dans la pratique du football en pensant que c'est vraiment la porte de sortie. C'est une porte de sortie, mais il faut associer l'école avec. Très important. Petite parenthèse, c'est quoi le projet Mbappé? Parce que ça ne me parle pas. D'accord. Donc, projet Mbappé, pour les personnes qui sont dans le sport ou dans l'écosystème du sport, Mbappé, on l'a vu très jeune. Il a été entouré par sa famille, par ses parents, qui l'ont accompagné dans ce rêve ou dans ce cheminement de devenir l'un des meilleurs joueurs ou le meilleur joueur de la planète. Et quand on dit projet Mbappé, c'est l'idée de vulgariser le fait que ton fils, tu le prends et ton but, c'est d'en faire une star. C'est ne même pas forcément se dire « Ah, mon fils a des facilités, donc je vais le pousser. » C'est en mode « Bon, là, comment il est, peu importe son niveau, peu importe son talent, je vais le pousser au maximum. » Et c'est souvent ça qu'on appelle projet Mbappé, c'est de tout mettre, tous ses espoirs sur son fils pour qu'il devienne un professionnel. D'accord. Est-ce qu'il y a une possibilité pour cette moment-là de dire, c'est vrai que je ne peux pas faire un transfert pour mon fils avant 18 ans, mais comme il a 12 ans, je vais l'inscrire pour qu'il passe plusieurs scolarités en Europe ou quelque part d'autre. Ça, c'est une voie également. L'enfant peut aller étudier à l'étranger, il n'y a pas de souci pour cela. Après, forcément, c'est pas amené à tout le monde de pouvoir ne serait-ce qu'envoyer son enfant chez son oncle en France ou aux États-Unis pour pouvoir étudier et pratiquer un sport. Mais c'est une possibilité. Dans ton travail de tous les jours, quels sont les défis majeurs qui t'est déjà arrivé de relever? Les défis majeurs que je peux avoir, principalement ici en Afrique, c'est souvent qu'ils ne comprennent pas mon rôle ou pourquoi je suis là. Donc c'est souvent « Ah, Yohan, tu es dans le marketing sportif ou le management du sport, qu'est-ce que tu fais? Tu es agent? Ah, moi, mon fils, comme tu m'as posé les questions, ah, moi, mon fils, il veut devenir footballeur, etc. » Non, moi, je ne suis pas agent de joueur. Et souvent, ça, c'est l'un des challenges où, au final, tu dois forcément montrer ta valeur et montrer ce que tu peux apporter.
Et souvent, même les acteurs qui sont sur place, ils ne savent pas forcément qu'il y a des experts qui peuvent les aider, pas pour prendre leur place, mais pour les accompagner dans leur cheminement. Et je pense Ok. que ça aussi, c'est quelque chose de très important que les différentes parties prenantes du sport localement doivent comprendre. C'est que dans notre pays, on a des experts du sport à chaque niveau. Moi, j'ai forcément ma particularité, mais chacun a sa spécificité. Et on peut avancer ensemble pour développer ensemble le sport, le football, peu importe la discipline, mais c'est avant tout mettre la Côte d'Ivoire au premier plan sur l'aspect continental et sur l'aspect international. Mhm. Jusqu'au jour où la Côte d'Ivoire pourra organiser une Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire pourra gagner une Coupe du Monde, que ce soit de football, de basket, ou peu importe la discipline, et même mettre nos meilleurs athlètes au premier plan, notamment aux JO. Ok. Donc moi, j'ai hâte de voir les JO de la jeunesse et de voir nos talents, nos pépites, qu'est-ce qu'ils vont donner chez nos cousins sénégalais. J'ai hâte de voir cela. Parfait. Quelle est ta vision du sport ou du marketing sportif dans les prochaines années à venir Comme je te le disais, en Afrique? le marché est porteur. Donc il y a beaucoup de disciplines et d'initiatives qui se mettent en place. On a des fonds d'investissement qui viennent. On voit des tournois, des compétitions internationales qui se développent. On a notamment la NBA qui a investi en Afrique avec la BAL, la Basket Africa League, donc qui est la ligue de basket de la NBA en Afrique. Ok. Et donc ça, c'est un des premiers investissements. On voit aussi d'autres infrastructures qui se développent. Et au final, tous ces acteurs-là qui viennent en Afrique, il faut pouvoir les accompagner. Il faut pouvoir les guider. Parce que oui, on parle de l'Afrique au sens large, mais à savoir que chaque pays africain a sa spécificité. Chaque pays africain a vraiment son emblème ou vraiment sa propre culture. Donc comment nous ou moi, je pourrais vraiment m'adapter à ça. Et c'est pas forcément les Occidentaux, ils ont peut-être cette vision globale de se dire les Africains. Mhm. Mais au final, un Ivoirien réagit un peu autrement qu'un Africain d'Afrique de l'Est, Ok. qu'un Africain d'Afrique du Sud, Mhm. qu'un Africain d'Afrique du Nord. Et je pense qu'il y a vraiment cet aspect de se dire, OK, sur place, on a des experts qui peuvent vraiment faire le pont entre l'international et le local pour pouvoir développer le continent. En tout cas, il y a un marché porteur, il y a plein de choses à prendre et il y a encore de la place pour tout le monde. Est-ce que tu as un mantra, quelque chose qui te booste, quelque chose qui te pousse à te lever chaque matin et de te dire, j'y vais, il faut que j'y arrive. Voilà. C'est quoi? J'ai pas de mantra à proprement parler. Déjà, quand je me lève chaque matin, c'est une grâce de Dieu. Mhm. Et quand je me lève, c'est pour accomplir la mission que Dieu a mis dans ma vie. Ok. Donc c'est pour ça que je me lève chaque matin et que je me lève avec joie et avec discipline. Et vraiment, c'est pour ça que je n'ai pas forcément de mantra, mais j'ai une mission à accomplir. Mhm. Donc je suis là pour accomplir cette mission. Et si demain je devais pour donner mon mot de la fin, ce serait vraiment de courir vers le but pour accomplir vraiment la mission dans laquelle vous êtes appelé. Merci, Johan. Avec plaisir. Merci, Prince. Je ne vais pas te laisser partir comme ça. J'ai deux petites questions pour te titiller. Je suis très bien installé, donc il n'y a pas de Good. souci. Pour toi, c'est qui, dans le football, hein, pour toi, c'est qui le meilleur joueur de football? Moi, ce qui m'a emmené vers le football, c'était mon frère et Didier Drogba. Donc Ok. au final, mes joueurs préférés, c'était eux. Et donc c'est pour ça que moi, jeune, pour moi, c'était eux, mes deux meilleurs joueurs. Je ne regardais pas ailleurs. Je ne regardais pas les stats, etc. C'était mon frère et Didier Drogba. Si sur un point de terrain, il fallait parler d'un joueur, j'avais quand même Lionel Messi. Lionel Messi. Ouais. Ok. Si je te demandais de choisir entre Ronaldinho et Ronaldo R9. Ronaldinho et Ronaldo R9. Après, je ne sais pas s'ils jouent au même poste, hein. Ça, je suis Non, pas ils très bon ne dedans. jouaient pas au même poste. Mhm. Ils jouaient pas au même poste. Ronaldinho était un peu derrière en 10. Donc en soi, les deux ils peuvent jouer ensemble. Mais je dirais quand même R9. Même si j'aime aussi très bien Ronaldinho, mais je dirais R9. D'accord. Entre R9 et Zinedine Zidane. Zizou, hein. Ah bon?
Ouais, Zizou. Mais pourquoi tu dis ça directement comme ça? Pourquoi je dis ça directement? C'est parce que moi, j'ai grandi avec les vidéos de Zinedine Zidane et l'élégance qu'il a, sa façon de jouer directement, sans hésiter. C'est quoi ton avis sur le coup de boule qu'il donne à... C'est à Materazzi, non? Exactement. C'est quoi ton avis là-dessus? Parce que je crois que c'était une finale de... C'était une finale de Coupe du Monde. Son dernier match de sa carrière, il sort sur un carton rouge. En soi, on ne sait pas vraiment ce qui s'est dit en interne. C'est vraiment dommage d'avoir flanché à ce niveau-là. Lui, il a ses raisons. J'ai trop rien à dire sur ça. C'est dommage, c'est décevant parce que ça a quand même eu un impact sur le jeu. Mais voilà, c'est la vie. Hein. J'écoutais Edgar Yves qui est passé dans un podcast, Ouais. j'oublie le nom, et il disait que l'acte que Zinedine Zidane a posé, ça montre combien de fois, pour lui, s'il y a un choix à faire entre la famille, parce qu'on se dit que quelque part, il y a eu des injures c'est ça. et tout, s'il y a un choix à faire entre la famille et puis la carrière, là, le choix il a été déjà fait. Tu vois? Et je pense qu'Edgar Yves, c'est un peu comme ça qu'il se positionnait. Il dit, il faut à un moment avoir des choses qu'on préserve plus que tout. Je comprends totalement. Mais au final, c'est facile de dire ça, mais Zizou, il a fait ça à la fin de sa carrière. S'il avait fait ça au début de sa carrière, en sachant tout ce qu'il aurait pu avoir ou tout ce qu'il aurait pu rater, si sa carrière était finie à partir du coup de boule et qu'il aurait fait quand il jouait à Bordeaux, par exemple, je pense que là, c'est différent. Là, je pense qu'il y avait les émotions, il y a tout qui a joué, parce que l'aspect, c'est finale de Coupe du Monde, dernier match de ta carrière. Il y a beaucoup de stress. Il a sorti une Coupe du Monde vraiment phénoménale à ce niveau-là. Je pense qu'il y a tout ça qui a joué au-delà même de ce qui a pu sortir de la bouche de Materazzi. Je pense qu'il y a eu un trop plein d'émotions qui a été géré comme ça. Okay. Nous sommes à la fin de ce podcast. Je tiens réellement à te remercier. Merci pour l'honneur que tu nous fais de passer sur ce plateau. Merci à toi, merci pour l'invitation, merci pour l'accueil. Je t'en prie, on a été vraiment honorés. Et je tenais quand même au-delà de ton intervention là, à te remercier publiquement, parce que peut-être que certaines personnes ne le savent pas, mais si Prince Talk existe aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à toi et ton ami, mon ami et frère Jean-Jacques Kofi, qui, dès le début, vous avez cru au projet, vous avez pris le projet à bras-le-corps, ce qui me permet de savoir que, en fait, en réalité, vous n'êtes pas que dans le sport, parce que Prince Talk, c'est pas, on va dire de griffe que c'est pas du sport. C'est ça. Même si, quand même, on passe 1h30 à 2h de temps sur le plateau, il faut avoir un peu de cardio pour ça. Mais en tout cas, je tenais à te remercier, parce que à toutes les phases de création et de maturation, de maturité de ce projet, tu étais là. Moi, j'étais là, je regardais de main de maître, je dis franchement, il y a des gars qui maîtrisent, quoi, tu vois. Et je tiens vraiment à te dire merci pour ça. Merci. C'était avec plaisir. Ouais. En tout cas, comment je vois l'évolution de Prince Talk, parce que là, c'est la 2e saison. Déjà, pour moi, c'est un honneur. Je ne m'attendais pas à ce que tu m'envoies le message à ce moment-là. Déjà, merci pour l'invitation. Et il y aura tellement de belles choses qui arrivent pour Prince Talk. J'ai hâte de voir ça. Good. Quelque chose qui n'était pas prévu, mais bon, c'est pas vaniteux de le faire. Mais je vais quand même demander, si, tu ne l'as pas préparé, hein, je sais, si on te demandait de donner une impression par rapport à ta collaboration avec la modeste personne que je suis, Prince Atobla, qu'est-ce que tu dirais? Très bonne collaboration. J'ai hâte de collaborer sur d'autres projets avec toi, en tout cas. En tout cas, merci, Johan, merci. Et puis, j'ai hâte de te retrouver sur d'autres projets.